Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de ce nouvel épisode de la série spéciale rétrospective, l'exercice démocratique dans le monde en 2024. Aux États-Unis, c'est le grand retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors, pourra-t-il redonner, comme il l'a promis, ses lettres de noblesse à l'Amérique? Et que signifie le retour du nationaliste sur la géopolitique et l'économie mondiale? Et puis en France, une année charnière dans l'histoire politique de la Ve République. Quelle perspective après une année de tiraillement entre l'Élysée et l'Assemblée nationale? 2024, année de toutes les élections, a vu naître une nouvelle classe dirigeante en Afrique notamment. Exemple du duo Diomaye Faye-Sonko à la tête du Sénégal et les implications de leur politique néo-panafricaniste. Bref, rétro de l'une des plus grosses années électorales de l'histoire moderne. Avec nos invités, d'abord depuis Paris, j'ai le plaisir d'accueillir l'éditorialiste et analyste politique Mustapha Tossa. Bonsoir Mustapha, merci de vous joindre à nous. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Et avec nous depuis Quito en Équateur, l'expert en stratégie politique Hicham Mouetadid. Bonsoir et bienvenue à vous également dans cette émission. Merci pour l'invitation Madame Ihsan. 2024 donc, c'est l'année où près de la moitié de la population mondiale était appelée aux urnes. Mais l'élection, en tout cas, le scrutin qui a attiré le plus d'attention, c'est bien évidemment les élections présidentielles aux États-Unis. Et cela a certainement un impact sur d'abord l'économie, mais évidemment la géopolitique mondiale. Mustapha Tossa, la place de Washington aujourd'hui dans la diplomatie mondiale après la réélection de Donald Trump. Oui, c'est vrai qu'on peut l'appeler l'élection reine. C'est cette élection américaine que tout le monde a suivie parce qu'elle impacte toute la planète. L'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie, tous les coins du monde suivaient cette élection parce que, en fonction du vainqueur, ils allaient être impactés. Et effectivement, le retour de Donald Trump n'était pas acquis sur le papier. On disait que les démocrates avaient pu se relancer à travers Kamala Harris, mais en fin de compte, les républicains et Donald Trump en personne ont réussi à plier le match de manière extraordinaire, ce qui nous donne une Amérique sûre d'elle-même, dominatrice et capable d'agir sur les grands événements. Et d'ailleurs, c'est la promesse de Donald Trump candidat, et c'est ce qui a été confirmé par Donald Trump élu à la Maison-Blanche. Il va prendre un certain nombre de décisions qui vont éteindre, entre guillemets, un certain nombre de conflits, dont le conflit majeur qui ronge actuellement le cœur de l'Europe, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc on s'attend à ce que... Est-ce que cela reste une promesse de campagne où Trump a les outils de ses promesses, a les outils de concrétiser ses promesses, voilà, pour dire les choses telles qu'elles sont, de mettre fin au conflit russo-ukrainien? Est-ce qu'il peut le faire aujourd'hui? Moi, je crois qu'il ne s'agit pas qu'une promesse dans l'air, parce que Donald Trump a les moyens de peser sur ce conflit, d'obliger les partenaires de cette guerre à aller à une table de négociation. Et ces moyens sont proprement américains. Il a à plusieurs fois menacé de réduire drastiquement l'aide militaire américaine à l'Ukraine, de réduire aussi son aide économique pour obliger Volodymyr Zelensky à s'entendre avec Vladimir Poutine. Et il faut se rappeler que même avant la victoire de Donald Trump, quand la Maison-Blanche quand l'Amérique était gérée à plein temps par les républicains, par les démocrates, les républicains coincés, posaient des freins à cette aide militaire à l'égard de l'Ukraine. Donc pour Donald Trump, il croit, et d'ailleurs son entourage pense fermement qu'en parlant un langage de vérité sur l'aide militaire et l'aide économique, cela va refroidir les enthousiasmes et va obliger Kiev et Moscou à s'entendre et à aller vers une solution politique. Toute la question est de savoir si l'Union européenne peut se substituer à cette éventuelle aide
absente de l'Amérique. Mais tout indique que rien ne sera comme avant et que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, cette guerre a fatigué tout le monde sur le plan économique, sur le plan géostratégique, et qu'il est temps d'y mettre fin. L'administration républicaine de Donald Trump a promis de le faire, et d'ailleurs tout le monde se prépare à cette phase et à cette séquence où l'Amérique va pouvoir se retirer petit à petit pour laisser Kiev et Moscou parler un langage diplomatique, de chercher tous les deux un compromis politique. Alors, avec l'aide des Européens ou pas, ça, c'est toute la question qui se pose aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, Donald Trump, Hicham Ouachadid, j'ai envie de dire, la route est tracée pour toutes les décisions que prendrait Donald Trump, parce que, rappelons que c'était le tiercé gagnant dans ces élections. C'est vraiment inédit, en tout cas ça fait très longtemps, c'est depuis Père Bush que les républicains n'ont pas raflé autant de victoires en une élection. Donc les deux chambres du Parlement américain concrètement, plus le bureau ovale et plus un cabinet Trump quand même qui n'est pas des plus attendus. Enfin, il est très attendu dans le sens des décisions, mais en tout cas on n'attendait pas la liste de la composition du gouvernement de Donald Trump. Comment cela va changer la donne pour la scène internationale, pour le rôle des États-Unis sur la scène internationale et aussi pour Make America Great Again? Comme vous l'avez mentionné, Madame Ihsan, en fait, le retour de Trump, c'est un retour qui a déstabilisé en fait un petit peu la carte géopolitique à l'international parce que les décideurs, le leadership à l'international savent très bien que ce retour de Trump va vraiment être un retour qui va repenser en fait la dynamique des Américains ou des États-Unis sur la scène internationale. Maintenant, revenons vraiment à la structure en fait ou l'architecture politique qui va régner après le 20 janvier ou après que vraiment Trump va vraiment être officiellement le président des Américains. Là, il y a trois en fait dimensions. Il y a Trump, le personnage, il y a aussi le parti républicain, mais il y a aussi le real politique américain. Ça, ce sont les trois dimensions, les trois en fait lentilles qui vont gouverner durant le mandat Trump. Et je pense que ces trois dimensions-là vont vraiment s'inscrire dans une dynamique à l'international qui sera guidée par une certaine personnification de la politique américaine telle que voulue par Trump. Mais à ce niveau-là, il faut faire très attention. Il n'y a pas vraiment uniquement que la vision Trump à 100% qui sera régnante ou dominante durant son mandat, parce qu'il y a derrière, en fait, toute la machine des républicains, mais il y a aussi les engagements stratégiques de l'État américain qui s'inscrivent dans une continuité stratégique des Américains sur la scène internationale. Oui, mais c'est même Trump a dit qu'il allait mettre fin aux ambitions de cet establishment que vous venez d'évoquer sans le nommer. Mais il a dit qu'il allait mettre fin à cela, parce que ça reste des promesses et qui n'engagent que ceux qui y croient. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut faire la distinction entre les promesses dans un contexte électoral et le discours dans un contexte électoral, mais aussi en fait ce qu'on appelle la réalité politique des enjeux internationaux. Je pense qu'à ce niveau, Trump, il sait très bien qu'il faut vraiment jouer sur deux niveaux, ce qu'on appelle un discours vendeur qui est vraiment élaboré proprement pour la période de la campagne électorale, mais une fois en fait président officiellement des États-Unis, vous allez le voir, il va vraiment ajuster en fait son discours en fonction des engagements des États-Unis sur la scène internationale, mais aussi en fonction de cet équilibre de rapport de force à l'intérieur des États-Unis, même à l'intérieur en fait national des États-Unis. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième partie de votre question concernant en fait les nominations de Trump, il l'a déjà mentionné, c'est qu'il n'y a que le critère de la fidélité en fait qui était vraiment derrière ces nominations. Trump, il veut vraiment être entouré des personnes qui lui sont fidèles et pas uniquement en fait la compétence politique qui est derrière ces nominations. Pourquoi? Parce qu'il veut éviter en fait certains en fait rapports de force qui étaient durant son premier mandat et qui lui ont coûté en fait vraiment en termes de temps au niveau de la renommée en fait un certain nombre de leaders autour de lui durant son mandat, ceux qui lui ont poussé vraiment à perdre pas mal de poids politique à l'intérieur des Américains, mais aussi une certaine déstabilité
instabilité politique pour les Américains. Dont ce fameux Mike Pence, certainement. Mais il n'est pas le seul. Des États-Unis, nous passons à la France. La France, une année quand même, 2024, Mustapha Tossa, inédite. Dissolution de l'Assemblée nationale. Élections donc législatives qui ont suivi la dissolution bien naturellement et logiquement. Et puis, beaucoup de premiers ministres en une année. Oui, c'est vrai que si on peut reprendre l'expression britannique, ce fut une annus horribilis pour Emmanuel Macron. C'est une année où il a perdu tout son charme, tout son pouvoir, où il a entraîné le pays dans une sorte de crise politique dont on ne sait pas comment sortir jusqu'à présent. Alors tout commence par une défaite aux élections européennes. Une défaite aux élections européennes qui a eu comme conséquence directe que le président de la République dissout l'Assemblée pour appeler à une élection législative. Cette élection législative, il n'avait déjà pas de majorité, il perd le peu de majorité qu'il avait. Et donc on a un Rassemblement national qui entre massivement dans le Parlement et une gauche radicale de plus en plus puissante. Il refuse de répondre favorablement à la demande de la gauche qui lui demande de gouverner parce qu'il a eu l'alliance la plus nombreuse au Parlement. Il confie le gouvernement à un ancien politique de droite qui est Michel Barnier, qui avait beaucoup de mal à former ce gouvernement. Et une fois qu'il a formé ce gouvernement, la première fois où il a voulu faire passer le budget, il utilise le 49.3. Et à ce moment-là, les deux extrêmes, gauche et droite, votent la dissolution et le gouvernement tombe. Et Emmanuel Macron se retrouve à chercher un autre Premier ministre. Un autre Premier ministre il voulait nommer Sébastien Lecornu ou à la limite quelqu'un d'autre. Arrive un centriste, François Bayrou, qui s'impose à l'Élysée, qui lui fait du chantage. Ou vous me nommez Premier ministre, ou je sors du bloc central et je participe à la crise de régime en général. Et voilà Emmanuel Macron qui se retrouve obligé de nommer François Bayrou, qui vient de nommer un gouvernement et dont on sait pertinemment qu'il n'aura pas la majorité au Parlement et qu'à la moindre secousse, il pourrait tomber. Donc c'est une année où Emmanuel Macron a eu tout faux sur le plan interne et on a un gouvernement qui peut tomber à n'importe quel moment. Et si le gouvernement de François Bayrou tombe, je ne sais pas, dans un mois, 2 mois ou 3 mois, on rentre de plein pied dans ce qu'on peut appeler une crise de régime. Une crise de régime, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des voix qui vont s'élever un peu partout en France pour demander que Emmanuel Macron, celui qui a cousu cette crise, puisse la découdre lui-même, à savoir donner sa démission et organiser des élections présidentielles anticipées. Donc on est vraiment dans ce tunnel et pour Emmanuel Macron, les choses ne sont pas faciles. Et pour les Français, il y a un suspense et une activité politique inédite depuis de longues années. Oui, mais il y a une crise de régime, mais la crise de régime ne vient pas que de la crise politique, Mustapha Tossa. Il y a les prémices d'une crise de régime qui était annoncée bien avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui. Alors la crise de régime a été accentuée à partir du moment où Emmanuel Macron n'a pas respecté totalement la volonté des Français lors des élections législatives. Par exemple, s'il avait... Non, mais si les élections législatives ont donné la gauche gagnante, c'est parce que aussi les Français aujourd'hui ont peur de la crise économique et de perdre aussi les avantages sociaux qu'ils ont grâce à la gauche. Oui, tout à fait. Et donc voilà, on est dans une crise politique. On n'est pas encore dans la crise de régime. Hein. La crise de régime risque de venir. Il y a une menace de crise de régime. La crise de régime, c'est l'impasse. On arrive à un point où il n'y a pas de solution. Là, on est encore en train d'essayer des recettes et des méthodes. Mais la contradiction dans laquelle est tombé Emmanuel Macron, et c'est ce que les Français, une grande partie en tout cas, lui reproche, c'est d'avoir appelé les Français à voter et de ne pas avoir pris en considération
leur vote en confiant à une personnalité de cette alliance de gauche qui est venue la première au Parlement, qui ne leur a pas confié la possibilité de former un gouvernement et d'occuper Matignon. Et là, on a l'impression que Emmanuel Macron est en train de conduire le bateau France à contre-courant. Ouvert une sixième république. Que signifierait cela concrètement, en termes concrets? Qu'est-ce que serait cette sixième république? Alors malheureusement pour la sixième république, il n'y a qu'une partie infime de la gauche radicale, surtout la France insoumise, qui parle de la sixième république. La sixième république, on la trouve ni à droite. La droite est très attachée à la cinquième république et aux œuvres et fruits du général de Gaulle. L'extrême droite aussi ne parle pas de sixième république. Et la gauche du gouvernement, ce qu'on appelle les socialistes, le Parti socialiste, ni les partis communistes, ni les Verts ne parlent de sixième république. Alors la sixième république serait qu'on sorte un petit peu de ce régime présidentiel très vertical pour arriver à une espèce d'équilibre des pouvoirs qui ne dépendent pas de la volonté d'un homme. Et ce qu'on reproche à Macron, c'est qu'il a concentré en ses mains tous ses pouvoirs et ce qui fait que cela bloque. Alors en parlant de république, alors il y a de nombreux commentaires qui disent que la situation que nous vivons actuellement, avec ces contradictions entre des groupes parlementaires, avec ces paralysies et ce changement brusque de gouvernement, on est revenu à la quatrième république où l'instabilité était la règle. Où pour avoir un Premier ministre, il faut qu'il y ait des groupes qui se coalisent, qui passent des accords, qui font des bisbilles parlementaires pour arriver. Aujourd'hui, on a un Premier ministre qui peut tomber le lendemain si l'accord entre les groupes parlementaires tombe. Donc voilà, il y a ce débat-là. Malheureusement, pour ce qu'on peut appeler la sixième république, il n'est pas très répandu et qu'il n'y a que Jean-Luc Mélenchon et ses amis de la France insoumise qui en font la promotion et la propagande. Et cette idée de sixième république n'a pas encore gagné tous les esprits, ni toutes les volontés politiques, ni tous les états-majors politiques pour qu'un jour on puisse imaginer les gens sortir pour appeler à l'entrée de la France dans la sixième république. Un commentaire, Hicham Moatadid, sur cette question. Quel signal cela renvoie-t-il à l'international pour la France? D'autant plus que, il faut le rappeler, 2024 aussi, c'est l'année où la République française a essuyé le plus d'échecs, notamment en Afrique. Oui, c'est vrai, vous avez raison, Madame Mersenne. En fait, le problème en France, le réel problème en France, c'est ce qu'on appelle cette culture politique française qui n'a pas pu vraiment suivre la mouvance politique, que ce soit au niveau de sa région géopolitique européenne, mais aussi au niveau à l'international. Je pense que les lentilles que le leadership politique français porte doit être changées pour qu'il puisse être capable de comprendre la nouvelle dynamique de la multipolarisation internationale au niveau politique. Et je pense que un certain axe en fait en France veut garder en fait une certaine orientation traditionnelle politique à travers quoi il fait une lecture en fait de la dynamique politique, que ce soit au niveau européen ou international. Alors que aujourd'hui, en fait, la vitesse du changement au niveau de la scène internationale, que ce soit au niveau politique et économique, dépasse en fait cette vitesse à travers quoi la France lie en fait ces enjeux politiques. Je pense que cette culture française politique doit oser en fait à changer de lecture par rapport à ce qui se passe autour de la France, mais aussi au niveau de la géopolitique internationale. Et le fait d'être conservateur en fait de sa manière de lire les enjeux pousse la France à perdre, que ce soit au niveau de la valeur politique, mais aussi au niveau de son poids géopolitique. Et on l'a remarqué, observé en Afrique d'ailleurs, comment en fait, la valeur de la France, en fait, que ce soit au niveau politique, mais aussi au niveau économique, commence à perdre du poids et du terrain. Et cela dû effectivement en fait à ce manque d'oser de changer les lunettes par quoi on peut lire en fait cette nouvelle dynamique qui s'installe, que ce soit en Afrique, en haut, dans son bassin géopolitique. Et je pense qu'à partir du moment en fait où les forces en France, c'est-à-dire
peuvent avoir cette volonté d'oser à changer cette culture de comment on lit en fait cette dynamique qui est autour de la France, je pense qu'à partir de ce moment-là, la France va comprendre que on doit changer notre manière de lire ou d'absorber en fait toute cette dynamique qui autour, que ce soit la France en tant qu'État, mais aussi de l'intérieur de la France avec cette jeunesse en fait qui veut vivre dans une France où il y a l'espoir de construire une vie qui répond à leurs besoins. Et c'est le cas avec ces élections au Sénégal. Malgré les tensions, le pays a quand même maintenu son calendrier électoral et a porté au pouvoir un jeune opposant à l'ancien président Macky Sall, en la personne de Bassirou Diomaye Faye. C'est l'événement phare, non seulement pour le Sénégal, Moustapha Tossa, mais pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un tournant décisif pour le Sénégal. Un mot sur ces élections et aussi sur les élections législatives où le parti du président et de son Premier ministre, bien naturellement, a raflé la majorité absolue des sièges de l'Assemblée sénégalaise. Oui, c'est vrai que le Sénégal a donné une très très belle image de l'expérience démocratique et électorale en Afrique, alors que vu de Paris ou vu d'ailleurs, ces régions étaient habituées à des coups d'État et à des coups de force et ils étaient allergiques à l'exercice démocratique et au suffrage universel. Et voilà que le Sénégal, avec toute sa jeunesse, avec toute sa fougue, avec toute sa volonté, vient de donner une élection présidentielle extrêmement importante qui a vu un jeune arriver au pouvoir, avec son parti aussi qui a gagné les présidentielles et qui a envoyé un message très très positif à l'ensemble de la région africaine, comme quoi on peut vivre dans ces pays africains et avoir la capacité d'organiser de manière démocratique et de manière civile et de manière politique, de manière apaisée, une transition politique. Et donc, pour moi, cette expérience sénégalaise a eu des réverbérations, non seulement au niveau africain, mais aussi elle a forcé l'admiration de beaucoup de capitales européennes. Alors pour moi personnellement, ce qui m'intéresserait aussi beaucoup plus sur cette expérience, c'est que la nouvelle équipe au pouvoir a conservé d'excellentes relations avec le Maroc. Et on sait à quel point le Sénégal est un pays très important pour toute la géostratégie marocaine à l'égard de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a qu'à voir les projets structurels et gigantesques dans lesquels et la Mauritanie et le Sénégal sont impliqués sous la houlette du Maroc. Donc, pour moi, c'est une expérience qu'il faut encourager, qu'il faut suivre, et elle donne une très, très belle image de ce que pourrait être une transition pacifique dans un pays africain. Hicham Ouattadi, d'un mot de la fin justement sur les implications aussi de ce panafricanisme de gauche défendu par Sonko ou Diomaye Faye pour une nouvelle vision de l'Afrique de demain. Je pense que, comme vous l'avez mentionné, en fait, cet exemple d'exercice démocratique que nos frères au Sénégal ont démontré, que ce soit pour en fait tous les pays limitrophes, mais aussi pour le continent africain, démontre que les Africains, par eux-mêmes, ils peuvent créer leur propre modèle, en fait, qui répond à leur culture démocratique, mais qui respecte surtout leur trajectoire, en fait, au niveau de cet exercice. Parce que, comme vous le savez, en fait, chaque région ou chaque culture politique a ses propres caractéristiques au niveau de sa trajectoire politique ou de bâtir en fait son modèle démocratique, et les Sénégalais l'ont bien démontré, et je pense qu'à travers ce respect en fait qu'ils ont vis-à-vis de leur trajectoire, ils ont imposé un certain respect aussi autour d'eux, mais aussi au niveau international, et on l'a observé en fait au niveau de ces déplacements, du déplacement en fait du nouveau président sénégalais, qui a imposé un certain respect, mais aussi qui a instauré une certaine culture politique sénégalaise lors de la réception en fait de cette présidence à l'international. Aussi, ce qu'il faut mentionner, c'est que malgré ce changement au niveau institutionnel et malgré le point en fait
que les Sénégalais pourraient atteindre dans leur en fait trajectoire démocratique, il y a toujours en fait ce lien qui est beaucoup plus fort que cet exercice, ce trajectoire qui lie en fait les deux pays, à savoir Rabat et Dakar, et qui est beaucoup plus soudé parce qu'il y a d'autres liens en fait qui dépassent cet exercice démocratique et cette trajectoire en fait démocratique. Pourquoi? Parce que il y a des liens qui portent beaucoup plus sur toutes ces dimensions spirituelles, religieuses, mais aussi d'accompagnement civilisationnel et civil, et aussi toutes ces relations citoyennes entre les deux peuples qui dépassent de loin en fait ce lien uniquement en fait qui peut être réduit à cet exercice démocratique. Mais cela, en fait, n'épargne pas, on n'écarte pas cette réussite de modèle sénégalais, en fait, qui inspire et qui inspirait certainement un certain nombre de pays au niveau du continent africain. Merci beaucoup. Merci Hicham Ouattadine. Merci d'avoir été avec nous. C'est avec plaisir. Merci beaucoup pour la réception, Madame. Et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. C'est la dernière de la saison, donc c'est la dernière émission de 2024. Et je réitère aussi mes remerciements à Sim Stafatosa. Merci aussi à vous et mes meilleurs vœux à vous également et à votre famille. À vous aussi, merci. Voilà, c'était donc le dernier épisode de 2024. Retrouvons-nous, Inch'Allah, en 2025 avec nos souhaits au nom de toute l'équipe de Médien TV, des meilleurs souhaits de santé, de bonheur pour cette nouvelle année qui commence. Et merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.